Monsieur le Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec VOA Afrique. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous êtes actuellement à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Quel est le message que vous voudriez faire passer à la communauté internationale? Est-ce que vous avez prévu notamment des rencontres particulières en marge de cette Assemblée? Bon, d'ores et déjà, le message de la Guinée, c'est le message de l'espoir, c'est le message pour une prise en compte de manière beaucoup plus efficiente des problématiques du développement, des changements climatiques, de l'élévation du massif du Fouta Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui contribuera à permettre à 15 États de l'Ouest africain de préserver ce massif qui est indispensable pour, disons, la sécurité humaine dans cette zone. Comme vous le savez également, la question de l'eau est la question d'avenir. Elle est déjà présente du fait d'une désertification du Sahel qui amène des conflits que nous connaissons. Donc, grosso modo, le message de la Guinée, c'est le message d'un pays qui a une vocation d'être aussi partie prenante dans le développement durable, dans la participation pour actualiser et faire bénéficier à ces populations des changements technologiques, de ces innovations, et puis qui veut que l'Afrique principalement soit un espace de paix, de sécurité et de stabilité pour tous. Alors, vous avez été nommé Premier ministre le 27 février, ça fait environ 7 mois à l'heure où nous parlons. Pourriez-vous nous dire un peu quelles ont été vos réalisations, même si c'est un petit peu tôt, et quelle est finalement votre vision pour cette transition? Bon, vous savez, nous sommes très heureux de constater ces derniers mois et surtout, par exemple, hier, disons, la levée de la suspension totale de la Guinée au niveau des instances de l'OIF, ce qui augure d'une bonne perspective et d'une bonne visibilité de l'action gouvernementale de la Guinée en ce qui concerne l'extérieur. Nous avons réussi durant ces derniers mois à finaliser le procès du massacre du 28 septembre 2009, qui est aussi un événement historique pour rompre la longue chaîne d'impunité que notre pays a connue. C'est une première pour la Guinée et c'est une première aussi pour le continent africain. Par ailleurs, je dois dire que par rapport à la dynamique de réconciliation nationale, du bon vivre ensemble, nous avons réussi la semaine dernière à permettre, dans une logique de réparation et de compensation, de faire en sorte que les victimes de Caporal puissent bénéficier de parcelles qui leur permettront non pas d'effacer toutes les peines et les souffrances que ces populations ont endurées en 98 et en 2019 également, mais c'est pour montrer que l'État va dans une logique de réparation pour que l'État et la société puissent se réconcilier. Ça, c'est au niveau symbolique. Par ailleurs, par rapport aux autres aspects essentiels, nous avons hérité d'une situation particulièrement difficile avec l'explosion du dépôt de carburant au mois de décembre de l'année dernière, ce qui a impacté lourdement nos capacités sur le plan économique. Mais avec la résilience de la population, nous sommes parvenus tant bien que mal à rebondir par rapport à la question de la desserte en carburant et la population a vu que de plus en plus un retour à la normale malgré que nous n'avons pas encore de dépôt. Au niveau du secteur de l'électricité, c'était une situation particulièrement pénible pour les populations qui, pendant le mois de carême de l'année dernière, du mois de mars dernier, n'ont pas pu obtenir du courant. Et vous savez que dans une période relativement chaude, avec, disons, la pénitence, le carême, les populations ont enduré cette période aussi avec beaucoup de résilience et de stoïcisme. Mais heureusement, aujourd'hui, avec l'interconnexion avec le Sénégal, avec, disons, l'apport de moyens
pour une production d'électricité plus importante, nous sommes parvenus tant bien que mal à stabiliser la situation en attendant que dans les mois à venir, qu'il y ait des investissements massifs pour que d'ici l'année prochaine, nous puissions régler définitivement la question de la desserte en électricité. Bon, sur le plan des finances publiques, nous sommes dans une logique de refondation, de redéfinition des relations entre les administrations publiques et la population, dans une logique de redevabilité, mais dans une logique aussi de transparence, par l'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures, par la mise en place d'une dynamique de programme pluriannuel en ce qui concerne le budget pour être plus efficient. L'aspect qui est très important qu'il faut souligner, nous avons réussi à finaliser les négociations pour l'opérationnalisation du projet très important de l'exploitation des mines de fer du Simandou, avec bien entendu un port minéralier, 670 km de voies ferrées multiservices. Ceci est un élément extrêmement important parce que des générations de Guinéens, depuis l'indépendance, ont rêvé de voir le transguinéen se réaliser. Et le transguinéen aujourd'hui est en cours de réalisation avec, disons, une co-organisation des intervenants venant de différentes, disons, espaces géopolitiques. Vous avez les intérêts chinois qui cohabitent avec des intérêts australiens et anglais. Vous avez une compagnie américaine en ce qui concerne les locomotives, qui seront des locomotives issues de l'industrie américaine, sur des rails qui sont posés par des intérêts chinois. Donc, la Guinée, de ce point de vue, travaille à faire en sorte que dans un projet aussi complexe que le Simandou, que nous puissions intégrer, concilier des intérêts qui, par ailleurs, sont divergents. Donc, ce sont des approches nouvelles pour nous permettre d'avoir une économie assez dynamique, assez forte et qui puisse s'appuyer sur une coopération très élargie avec tous les courants géopolitiques qui structurent le monde actuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour toutes ces précisions au plan économique. Au plan politique, un projet de nouvelle constitution a été présenté fin juillet, qui sera soumis à référendum avant la fin de l'année. Vous avez annoncé vous-même que le calendrier pour des élections ne pourrait pas se tenir en 2024. Alors, quelle est votre feuille de route pour sortir de la transition qui a plus de 3 ans déjà? Bon, vous savez, avec l'accord dynamique que la Guinée avait conclu avec la CEDEAO, il était initialement envisagé, disons, le retour complet à l'ordre constitutionnel à la fin de cette année. Mais il y a eu des contraintes majeures qui se sont imposées à nous, surtout des contraintes financières et des contraintes économiques qui ont fait qu'il y a eu, de ce point de vue, un certain retard. Heureusement, dans la relance du processus actuel, le président, le général Mamadi Doumbouya, a indiqué que l'objectif pour l'année 2024, c'est l'organisation du référendum constitutionnel d'ici la fin de l'année. Et le gouvernement et les structures dédiées aux processus électoraux et le CNT travaillent d'arrache-pied pour que ce rendez-vous soit maintenu et réalisé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, je dois vous dire que l'avant-projet constitutionnel est en cours de diffusion. Il y a des échanges autour et j'estime et j'espère que d'ici décembre, qu'on pourrait organiser ce référendum constitutionnel dans une ambiance de fraternité et de convivialité démocratique. À la suite de cela, pour l'année 2025, nous organiserons, contrairement à ce qui a été pensé auparavant, nous renverserons l'ordre des élections. Donc, nous allons, après le référendum constitutionnel, nous irons directement à la présidentielle pour parachever ce processus qui, pour la mise en force des institutions de la République, nécessite que le pouvoir exécutif soit démocratiquement installé afin de mettre la suite selon
un calendrier, un agenda et dans une logique de stabilisation tout en instituant ces nouvelles institutions de la République. Alors, vous aviez vous-même dit que donc ces élections ne pourraient pas être faites. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2024, vous venez d'expliquer tout cela. L'on sait que selon la charte de la transition, les militaires ne peuvent pas se présenter à des élections. Toutefois, nous avons entendu récemment le porte-parole de la présidence et il me semble aussi le porte-parole du gouvernement dire qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que M. Mamadi Doumbouya puisse se présenter notamment. Est-ce que cela veut dire qu'à un moment donné, on pourrait faire sauter ce verrou et que effectivement les militaires, en tout cas le général Mamadi Doumbouya, pourrait se présenter? La question fondamentale autour de l'avant-projet constitutionnel et l'esquisse de la proposition constitutionnelle, c'est de faire en sorte que personne ne soit exclu, disons, de l'espace démocratique, donc de l'espace susceptible de faire émerger des hommes et des femmes de valeur pour aller à la conquête du suffrage universel. Donc, aussi bien le général Mamadi Doumbouya que d'autres, dans le cadre du rassemblement, disons, de faire en sorte que la Constitution ne soit pas orientée de manière personnelle. Il va de soi que tous les cas de figure que vous avez esquissés sont tout à fait possibles. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez été opposant. Aujourd'hui, les Guinéens sont toujours interdits de manifestation. Et quelle est la position du gouvernement pour justifier cette mesure en vigueur? Vous savez, lorsqu'on a traversé plusieurs épreuves, on en tire des leçons qui permettent d'envisager le présent et le futur sous d'autres auspices. Nous avons vu, par exemple, le 28 septembre 2009, une manifestation pacifique qui était bon enfant en début de matinée, se transformer en un carnage humain qui a ramené cette journée en une journée de catastrophe nationale. Donc, nous sommes instruits par ces épreuves qui sont dures et c'est la raison pour laquelle, dans un contexte de refondation, avec des fragilités de nos institutions, avec des velléités de restauration du système qui vient d'être aboli le 5 septembre 2021, les hommes et les femmes de la Guinée doivent faire preuve de prudence, de responsabilité, ne pas s'engager tête baissée dans des logiques susceptibles d'accroître la fragilité du processus politique en cours et des institutions qui sont en train d'être redéfinies. Les risques sont majeurs, les menaces existent, la région est en feu, des pays sont dans une logique pratiquement d'État en sérieuse difficulté. Nous avons besoin de rassembler, nous avons besoin que les oppositions puissent s'exprimer tout en mettant en avant l'indispensable nécessité d'assurer la cohésion et la stabilité. Les divergences politiques sont nécessaires, les divergences politiques doivent s'exprimer, mais le contexte de la fragilité de nos institutions devrait amener les uns et les autres à faire preuve de patience, à faire preuve de résilience et surtout à faire preuve de responsabilité. Lorsque la situation s'améliorera, les institutions démocratiques seront installées, il va de soi, libre à chacun d'exprimer par les voies démocratiques légales leurs divergences. Monsieur le Premier ministre, qu'en est-il aujourd'hui des 4 radios et chaînes de télévision qui ont été suspendues? Il y avait 2 chaînes, je crois, 2 chaînes privées. Est-ce que vous avez envisagé des mesures pour discuter avec les médias et pour que ces médias puissent reprendre le travail? De nombreuses personnes ont été mises au chômage, reprendre le travail et tout en respectant la déontologie. Je comprends la souffrance des agents, des techniciens, des journalistes qui hier avaient, disons, une source de revenus et qui se retrouvent aujourd'hui au chômage. Mais je dois dire que dans un contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fragilité des institutions, des risques majeurs que le pays peut courir, de part et d'autre, aussi bien les hommes politiques que les hommes des médias
devraient faire preuve, disons, de cette responsabilité qui devrait les amener à savoir jusqu'où on peut aller disons, dans une certaine manière de traiter la communication. Et malheureusement, ça n'a pas été la chose la mieux partagée. Dès que j'ai été nommé, quelques semaines juste après, j'ai tendu la main aux médias. Je leur ai demandé, trouvons la démarche la plus adaptée pour nous permettre de construire ensemble ce processus politique majeur. Mais lorsque j'avais obtenu tous les accords nécessaires, malheureusement, c'est à ce moment-là que certains, au lieu de prendre à deux mains la main tendue, se sont comportés de manière, j'allais dire, infantile, qui ont amené à ce que nous considérions la stabilité et la sécurité nationale valent mieux que, disons, laisser libre cours à des médias qui peuvent, dans la culture de la haine, dans la culture, disons, de la dérision, jusqu'à être tout à fait irresponsable, nous avons estimé que la stabilité du pays est préférable à toute autre considération. Nous ne voulons pas faire vivre à la Guinée ce que la Côte d'Ivoire avait connu en 2010 et ce que le Rwanda avait connu en 1990. À propos des deux responsables du FNDC qui ont disparu, les autorités guinéennes avaient dit ne pas être responsables de leur enlèvement et avaient dit toutefois faire une enquête. Où en êtes-vous dans cette enquête aujourd'hui? Les enquêtes se poursuivent parce que personnellement, je tiens à ce qu'on sache où est-ce qu'ils sont. Et leur sécurité nous importe à nous tous. Et c'est pour cela que nous suivons avec grand intérêt l'évolution de cette situation. Et c'est pour dire également, comme vous le savez, la culture politique, qui était une culture marquée par la violence, par l'exacerbation des principes de Machiavel, doivent laisser libre cours à une autre approche. Bon, entre les deux, il y a une confrontation actuellement. Comme vous le savez, récemment, il y a des hommes qui sont en arrestation et qui sont extradés. Et certains vont l'être, surtout des gens qui étaient en train d'envisager des plans de déstabilisation de la Guinée. Et dans ce contexte, imaginez qu'aucun responsable suffisamment conscient des enjeux et des intérêts de son pays ne peut pas rester inactif lorsque la sécurité nationale peut être, disons, déstabilisée par une velléité de retour à un ordre ancien qui n'est plus d'actualité. Vous avez été par le passé, et vous, Monsieur le Premier ministre, également, accusé notamment de déstabiliser le pays. Vous avez été exilé, vous avez subi une arrestation. Est-ce que cela vous permet de pouvoir traiter ces choses en connaissance de cause par rapport finalement à certaines réalités? C'est vrai, c'est cette expérience qui m'amène à tenter de parler aux uns et aux autres, en leur disant, nous avons eu des expériences difficiles, douloureuses. Prenez en compte notre propre expérience pour avoir une démarche qui puisse vous permettre de faire prévaloir vos idées, mais tout en sauvegardant l'essentiel qui est la stabilité et la sécurité nationale. Mais malheureusement, certains n'ont pas entendu ça ou n'ont pas encore une culture de prendre en compte les leçons du passé, mais progressivement, la société guinéenne est en train de se réconcilier avec elle-même. La culture d'apaisement est en train de faire sa démarche. Je l'ai constaté ici à New York, où la communauté guinéenne, dans une large frange de l'opinion, cherche beaucoup plus à trouver des réponses concrètes aux questions essentielles de la vie humaine, que leurs enfants, peuvent-ils rentrer, peuvent-ils avoir du travail, ceux qui sont ici en place, comment faire en sorte que le retour puisse leur être facilité. Donc, c'est des questions existentielles que tout homme ou toute mère de famille
peut valablement prendre en compte. Les discussions politiques, comme par le passé, sont en train d'être apaisées et dans peu de temps, la société guinéenne sera effectivement une société réconciliée. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé tout à l'heure du procès du 28 septembre, période très douloureuse de la Guinée. L'ancien militaire Claude Pivy a été arrêté récemment au Libéria. Il est à présent en Guinée, emprisonné. Est-ce que cela vient d'une collaboration avec la police libérienne, finalement, cette arrestation? Et tout de suite après, je vous demanderai de nous parler des réparations pour les femmes. De nombreuses femmes ont été violées, comme nous le savons, et donc il leur a été accordé des réparations. Et ma question serait de savoir si ces réparations vont être effectives rapidement, sachant que ces dames, ces victimes attendent depuis 15 ans maintenant. Bon, vous avez raison. Récemment, M. Claude Pivy a été arrêté par la police libérienne. J'avoue qu'à ce niveau-là, il y a une excellente coopération entre les services de sécurité de la Guinée et du Libéria. Et en plus de M. Claude Pivy, il y a d'autres personnes qui étaient dans une logique de déstabilisation qui ont été aussi indexées et l'un d'entre eux est en train d'être extradé à Conakry. Donc, c'est pour dire, de ce point de vue, sans rentrer dans les détails, la coopération au niveau sous-régional avec tous les États limitrophes sur le plan sécuritaire, la coopération se fait dans d'excellentes conditions et nous allons, de par nos responsabilités vis-à-vis des uns et des autres, approfondir cette coopération pour avoir une zone de stabilité la plus large, parce que, en fin de compte, la stabilité de la Guinée est un verrou pour protéger la stabilité des autres pays de la région. Donc, ceci dit, par rapport à l'autre aspect de la question, nous sommes en train de faire en sorte que les mesures de réparation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les victimes de Caporal de 1998 et de 2019, il y a une dynamique de réparation qui est déjà en cours en leur octroyant des parcelles dans la zone proche de Conakry pour leur permettre de réparer les torts qu'ils ont subis à un moment donné. Pour les femmes victimes, disons, de cette violence barbare en 2009, ce sera la même approche et d'ores et déjà des fonds alloués à la réparation et à la compensation sont déjà en train d'être progressivement abondés pour nous permettre de satisfaire cette légitime revendication des femmes, principalement, qui, pendant plus de 15 ans, ont été complètement déstructurées et donc nous devons le plus rapidement possible, avant que ce ne soit trop tard, pour une majorité d'entre elles, contribuer à cette forme de compensation et de réparation. Au-delà de tout ça, la politique actuelle du gouvernement et du président de la République, le Jean Mamadi Doumbouya, c'est la dynamique de réconciliation pour que celle-ci soit effective. Nous ne pouvons pas asseoir une politique économique stabilisée, un développement harmonieux dans une logique de longue durée si nous ne parviendrons pas à asseoir les bases d'une véritable société rassemblée, réconciliée avec elle-même et réconciliée avec l'État. C'est un impératif stratégique majeur. Ce n'est pas un élément que nous mettons comme étant un aspect périphérique, mais c'est l'élément central parce que la cohésion du pays, la cohésion de la société, la stabilité actuelle et future dépend fondamentalement de la capacité de réconcilier, de rassembler, de faire émerger une même idée de l'intérêt national. Si nous parvenons à ça, il va de soi que les générations présentes et futures sauront permettre à la Guinée d'être une véritable locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest.
Monsieur Oriba, votre gouvernement comporte environ 18% de femmes ministres, ce qui ne satisfait pas les groupes de femmes militantes qui vous ont exposé d'ailleurs cette question, il me semble. Elles ont aussi été déçues dans le cadre de nominations au sein de cabinets ou administrations. En revanche, elles sont quasiment 30% au CNT. Alors, comment peut-on expliquer ce faible taux de femmes au gouvernement? Est-ce que vous avez engagé des mesures particulières pour assurer leur juste représentativité au sein des institutions de l'État? Bon, on va réparer ça. C'est des questions disons, de casting de dernière minute, mais l'objectif était d'avoir au moins 30% de représentation féminine au sein du gouvernement. Mais bon, c'est une parenthèse. Dans quelque temps, les choses vont revenir à la normale et nous voulons aller plus. Et au-delà de la question de la représentation au gouvernement, c'est, disons, faire émerger une élite féminine aussi compétitive que les hommes, d'où, disons, des investissements dans le cadre de la formation, du développement du capital humain, où on insiste pour que les femmes et les filles puissent être bénéficier de fois d'une certaine discrimination positive. Step by step, on parviendra avec le temps à faire en sorte que les femmes soient représentées valablement, non pas pour des aspects de complaisance, mais parce qu'elles sont compétentes, parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont en mesure de faire ce que d'autres hommes peuvent faire. Et dans ce cas de figure, nous avons dans l'équipe gouvernementale des femmes fortes et j'espère que dans les temps à venir, la représentation féminine va s'élargir au niveau de tous les secteurs de la société administrative du territoire et bien entendu aussi au niveau du secteur du secteur privé. Donc c'est une dynamique globale. La question de la femme, ce n'est pas simplement les questions de poste, c'est des questions de centrer les préoccupations essentielles de politique publique autour des problématiques que les femmes incarnent, parce que en allant dans cette direction, on répondra effectivement à la problématique de la société globale. Monsieur le Premier ministre, la Guinée a perdu son statut de bénéficiaire de l'AGOA. Vous êtes aux États-Unis. Est-ce que la Guinée déploie des efforts actuellement pour être réintégrée? Autrement dit, quels sont vos rapports au plan économique et diplomatique avec les États-Unis? Par rapport à cet aspect, nous allons tout à l'heure rencontrer des autorités américaines et nous évoquerons la question. Vous savez, il y a une manière qui a été, disons, celle qui a été prônée ou effectivement mise en œuvre durant ces dernières décennies, tout changement, entre guillemets, d'ordre constitutionnel amène ipso facto des mesures de rétorsion. Mais c'est une analyse relativement courte qui ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles les pays, les sociétés se retrouvaient pour remettre en cause, entre guillemets, un ordre constitutionnel qui, peut-être pour différentes raisons spécifiques, étaient des ordres constitutionnels empreints d'injustice, empreints de discrimination, empreint de malgouvernance. Et il est tout à fait logique, dans ces conditions, que les peuples revendiquent, que les peuples aspirent à être mieux gouvernés, à être mieux représentés. Donc, les changements, pour certains cas de figure, prennent en compte des logiques de transformation pour être dans une logique de meilleure gouvernance. Par exemple, hier, l'OIF a réintégré totalement la Guinée et c'est un cas de jurisprudence. Parce que d'habitude, tant que vous n'êtes pas revenu à l'ordre constitutionnel, la sanction demeure. Mais il faut être proactif et prendre en compte l'évolution des États et des sociétés. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction, de fondation d'un ordre démocratique qui s'appuie sur des bases plus solides, cohésion nationale, réconciliation, rassemblement, donc, et institutions fortes dans le cadre démocratique. Donc, dire à un État, à une société qui est en train de prendre un chemin vertueux
de construction démocratique, nous vous sanctionnons. Et ça semble aberrant dans le contexte actuel, d'où la jurisprudence introduite par l'OIF doit être prise en compte par d'autres organisations. C'est le cas notamment entre la Guinée et la CEDEAO. La sanction a été levée. Donc, la question fondamentale de l'approche diplomatique internationale aujourd'hui, ce n'est pas avoir une attitude manichéenne qui consiste à sanctuariser un ordre constitutionnel, n'importe lequel, alors que très souvent, les pouvoirs en place, en situation de responsabilité, violent allègrement l'ordre constitutionnel tel que prôné par le système des Nations Unies. Donc, il faut revoir les choses pour être en phase avec l'évolution du monde et l'évolution des mentalités, la volonté de changement des peuples qui aspirent à être mieux gouvernés et à avoir des États qui prennent en compte, disons, une certaine forme de légitimation auprès de l'attente et des aspirations de l'écrasante majorité de leur peuple. Monsieur le Premier ministre, ce sera ma dernière question. Nous savons que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont aussi des régimes militaires issus de coups d'État, comme la Guinée. Toutefois, l'on remarque un certain recul de la Guinée par rapport à ces trois pays qui ont créé l'AES et qui se sont donc un petit peu exclus on va dire, des organismes existants et qui font route de leur côté. Est-ce que l'on n'a pas déjà reproché peut-être à la Guinée de faire en quelque sorte bande à part, ou alors, autrement dit, quelle est votre vision sur ces trois pays finalement et quel est votre mode de communication avec eux, ces pays dans votre région? Vous savez que la Guinée est l'un des pays qui a une histoire politique très riche et très dense. Nous sommes le premier pays à accéder à l'indépendance avec le nom au général de Gaulle en 1958. Nous avons été un des pays qui a contribué à la libération du continent en impliquant ses forces de défense pour les mouvements de libération. Nous avons été, au même titre que l'Algérie sous certaines formes, un pays qui a contribué à former les responsables et les leaders politiques qui ont combattu aussi bien l'empire colonial portugais que le système d'apartheid. Nous avons été particulièrement marqués par des périodes de rupture, disons de sous-développement, de mauvaise gouvernance, de tragédies dans le cadre des répressions politiques et puis de fermeture sur une longue durée. Donc, notre expérience est de ce point de vue une leçon que nous prenons en compte par rapport à notre position actuelle et notre position future. Peut-être, ce n'est pas le cas de certains de nos voisins. Nous avons aussi quelque chose de fondamental. La société guinéenne, c'est une société décomplexée. Nous n'avons pas le complexe comme pour dire que nous sommes sous l'influence de telle puissance ou de telle autre puissance. Nous sommes conscients que pour actualiser nos potentialités, nous coopérons avec le monde entier. Nous prenons en compte nos intérêts spécifiques, les intérêts de la sous-région et bien entendu le partage des intérêts avec, disons, des pays susceptibles de nous accompagner là où nous avons des lacunes ou des faiblesses. Donc, nous sommes ouverts à la coopération internationale, à la dynamique du multilatéralisme et aussi, nous avons dit, par exemple, hier, j'étais en aparté avec le ministre malien, je leur ai dit, vous avez la possibilité de rester dans l'AES, mais sachez que l'AES peut être une sous-organisation dans le cadre de la CEDEAO de manière globale. Nous avons des acquis que d'autres régions d'Afrique nous jalousaient. Donc, pour des intérêts conjoncturels certes difficiles, il ne faut pas se détourner de l'organisation qui est celle qui a plus de 50 ans, qui est la CEDEAO. Elle a des faiblesses,
En tant que Guinéens, nous avons eu des récriminations à son égard, mais nous sommes conscients de notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous restons et nous voulons que la CEDEAO se réforme à l'intérieur, soit plus en phase avec les écoutes, les besoins, les problématiques nouvelles. Pour les questions de sécurité, bien avant cette période, nous avions remarqué, insisté sur l'inefficacité ou le retrait pour des raisons qui lui sont propres de la CEDEAO dans la recherche des voies et moyens de la stabilisation du Sahel au profit du G5 qui a été mis en place par les pays d'alors. Et donc, en ne prenant pas en compte la dimension sécuritaire lorsque la situation était devenue périlleuse au Sahel, ça a ouvert la voie à à une certaine culture comme quoi la CEDEAO se désintéresse de certains pays. Or, nous devons ramener tout le monde dans la famille. Nous devons prendre en compte les spécificités concernant chaque État, mais ce qui est fondamental, dans l'approche actuelle, il faudrait que les États interdépendants, parce que nous ne sommes pas en sécurité lorsque les pays voisins ne le sont pas. Nous sommes tous co-responsables et c'est la dynamique actuelle que la Guinée va mettre en place pour tenter de convaincre les uns et les autres. Nous avons certes des divergences, mais faisons vivre nos divergences dans une logique constructive et non pas dans une logique destructrice. Et en plus, nous ne devons pas aller dans une internationalisation des conflits qui nous sont spécifiques. Il y a des lacunes, il y a des insuffisances, il y a des réformes dans chaque État. Prenons le courage entre nos deux mains, changeons de paradigme et par ce biais-là, ça contribuera à restaurer la paix, la stabilité, le vivre ensemble et la cohésion entre des peuples qui, depuis des siècles et des siècles, vivent en communauté. Monsieur le Premier ministre, pardonnez-moi pour cette toute dernière question parce que vous m'avez amené à cette question, mais c'est pour la population guinéenne. Vous avez parlé des ressources naturelles, des collaborations avec des multinationales australiennes, chinoises, américaines, etc. On sait que la Guinée a beaucoup de bauxite, hein, la plus grande réserve du monde, le minerai de fer qui est très prometteur. Vous avez parlé de l'hydroélectrique, il y a l'or, il y a le diamant, il y a des réserves qui ne sont pas encore exploitées. Et tout ça est exploité en collaboration avec des multinationales comme toujours. Ma question sera la suivante. Nous avons de nombreux Guinéens qui vivent dans la grande pauvreté, dans l'extrême pauvreté. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un travail, de pouvoir emmener leurs enfants à l'école, de pouvoir nourrir leurs enfants, des choses très simples. Donc, est-ce que l'on peut s'assurer finalement qu'à travers tous ces projets, toutes ces promesses, ces futures promesses, notamment au niveau industriel, des infrastructures économiques, la population va, elle, retrouver ce qui lui est dû? Bien. Je dois dire que c'est un impératif. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il y a des appels d'offres d'emploi, les appels d'offres sont lancés sur le plan international à l'attention de tous les Guinéens, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver. Donc, c'est pour dire nous allons intégrer cette donnée qui fait de la diaspora guinéenne un atout majeur qui nous permet, disons, d'avoir les compétences, d'avoir les ressources humaines, d'avoir le know-how pour que cela puisse être bénéfique à l'économie nationale. Et c'est le message que j'ai délivré à mes compatriotes en début de semaine ici à New York pour leur dire qu'ils utilisent leurs atouts, qu'ils utilisent leurs forces pour contribuer à la construction de la Guinée. Et je dois dire que par rapport aux investissements, nous ne voulons pas être dans une économie de rente. Nous voulons que cette économie soit davantage diversifiée. C'est la raison pour laquelle les projections du Simandou 2040 vont dans le cadre du développement du secteur privé. Et le secteur privé, c'est l'un des atouts majeurs permettant, disons, le décollage économique et puis une croissance durable, effective et des emplois en abondance pour satisfaire à l'attente de millions de jeunes qui, chaque année, se déversent au niveau du marché de l'emploi.
Et ça, nous sommes en train de le faire. Et comme je peux vous le dire, même par rapport aux Guinéens, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver, ils sont des ambassadeurs permettant à travers le contenu local qu'ils doivent intégrer dans leur approche, être des disons, actionnaires avec des structures établies, solides, avec lesquelles ils peuvent, dans le cas de jeunes ventures, participer à les amener en Guinée, tout en étant aussi co-actionnaires dans ces genres d'entreprises. La démarche prend du temps, mais la volonté demeure et les objectifs sont essentiels. Nous ne voulons pas être un pays uniquement, exclusivement tourné sur les mines. Les mines actuelles, la transformation que nous sommes en train de rechercher pour avoir plus de valeur ajoutée permettra d'utiliser les compétences. Nous allons, dans le cadre du développement du capital humain, lancer, disons, des appels pour que les jeunes soient formés. Parce que sans la formation, sans ces ressources, nous ne serons pas en capacité d'être comme les dragons asiatiques. Or, notre objectif, c'est d'être comme les dragons asiatiques dans la décennie à venir. Donc, la communauté guinéenne à l'extérieur, ses chats techniques, ses connaissances, elle doit mettre ça au service de son pays. Bien entendu, comme vous le savez, les changements ne sont pas aussi faciles parce que entre l'ancien et le nouveau, il y aura toujours des chocs. Mais le gouvernement guinéen va accompagner ce processus avec tact, avec intelligence, avec détermination, parce que c'est cela qui va contribuer à faire que nous soyons à rendez-vous dans la décennie prochaine. Monsieur le Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba, merci beaucoup pour cet entretien que vous avez accordé à VOA Afrique. C'est moi qui vous remercie.